Bonsoir et bienvenue dans votre émission édition spéciale. Ce soir, nous parlons des sujets d'actualité, la plainte déposée par les Touaregs à la CPI contre les forces de défense maliennes et burkinabé. En effet, le 15 juin dernier, plusieurs associations se réclamant de la communauté Touareg ont déposé un signalement auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale à La Haye. Elles accusent les forces armées maliennes et les forces armées burkinabé ainsi que l'Africa Corps de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Pour en parler ce soir, nous avons sur notre plateau nos deux consultants, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen et bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir au peuple africain. Bonsoir à vous, bonsoir Yannick et bienvenue. Bonsoir Martial, merci et bonsoir à tous les Africains. Alors, ma première question vous est adressée. Comment interprétez-vous cette démarche des Touaregs à la CPI contre le Mali, le Burkina et l'Africa Corps? Alors, merci Martial. Il faut dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce qu'aujourd'hui, si ces ONG, ces quatre ONG alliés de ces groupes djihadistes qui ont sévi et qui continuent de sévir dans le Sahel, saisissent la Cour pénale internationale pour obtenir des réparations suite à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité qu'ils auraient subis de la part des forces armées maliennes, des FAMA et des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Eh bien, c'est un peu comme l'oppresseur qui s'habille en costume d'opprimé. Et je crois que ça fait partie de cette démarche visant à émousser les efforts des dirigeants de l'AES, notamment du Mali et du Burkina Faso, dans cette lutte pour la souveraineté dans laquelle ils sont engagés depuis un moment déjà. Et s'il y a quelque chose qu'il faut reprocher aux soldats maliens et burkinabés, c'est leur engagement de lutter efficacement contre cette guerre. C'est leur engagement de faire en sorte que la menace terroriste puisse être vraiment limitée dans leur pays. C'est de faire en sorte que les populations du Burkina Faso et du Mali puissent se sentir protégées. S'il y a quelqu'un qui devrait intenter un procès, et s'il y a quelqu'un qui devrait saisir la CPI, eh bien c'est plutôt les forces de défense et de sécurité burkinabé et les FAMA maliens, parce que c'est un crime de guerre d'envoyer ces soldats-là au front sans équipement, sans armes, sans munitions. Parce qu'il faut dire que quand les troupes françaises étaient à la charge, s'occupaient de la soi-disant protection des Maliens et des Burkinabés, depuis 2012-2013, les Français, il y a une base française qui était installée au Mali pour lutter contre le terrorisme. Eh bien, ce sont ces soldats français qui contrôlaient tout. Ce sont ces soldats qui donnaient le ton. S'il faut riposter, s'il faut attaquer les terroristes, eh bien, il appartient aux soldats français de le dire. Et ils envoyaient ces soldats maliens main nue sur le champ de bataille. Et ces soldats maliens et burkinabés se faisaient tuer comme des chiens. En fait, ils étaient des chiraconants en quelque sorte pour les terroristes. Donc, ce sont eux qui devraient normalement intenter un procès. Ce sont eux qui devraient saisir la Cour pénale internationale et dénoncer cela. Voilà. Merci beaucoup Yannick pour ces éclaircissements. Amen Segla, aujourd'hui, comment interprétez-vous cette démarche des Touaregs à la CPI contre le Mali, le Burkina Faso et l'Africa Corps? Aujourd'hui, quand tu prends la géopolitique dans le Sahel, nous assistons juste à des plaisantins qui, sur la scène internationale, veulent aussi se voir comme des gens aussi importants, veulent se comporter comme des VIP. Parce que quand vous prenez même l'avènement du terrorisme dans le Sahel, ça a commencé comment? Dans un premier temps, ils sont venus pour réclamer au nom de certains dieux l'appartenance d'une religion, au nom de l'appartenance d'une religion. Et ils viennent, ils tuent la population et puis ils repartent. Et jusque-là, personne n'a porté plainte contre de tels actes. Alors, lorsque l'État, quand nous prenons le Burkina Faso ou bien le Mali, se sont dit à un moment donné qu'il faut maintenant répondre à ces criminels, maintenant, ils cherchent à aller se plaindre
à aller se plaindre auprès de la communauté internationale, pour ne pas dire la CPI, pour dire que non, la population, ne serait-ce que les Touaregs ou bien les Peuls, sont martyrisés au Sahel avec l'appui de Wagner. Vous pensez que ces gens-là, ces plaisantins, peuvent se lever tout seuls et prendre la direction de la CPI pour aller porter plainte si jamais il n'y a pas la France derrière? Jamais, ça ne peut jamais se faire. C'est parce qu'ils ont eu l'appui de la France. Parce que quand vous prenez la situation sécuritaire aujourd'hui au Sahel, les terroristes sont aux abois, et les impérialistes et les néocolonialistes, on n'en parle même pas. Donc, ils cherchent des voies et moyens pour pouvoir revenir encore à la charge. Maintenant, pour affaiblir les FDS ou bien l'armée de ces deux États, il va falloir d'un moment à l'autre les inquiéter par rapport à la poursuite au niveau de la CPI. Parce que quand, en tant que soldat, et quand il y a crime de guerre ou bien crime contre l'humanité, ce n'est pas l'État en tant qu'entité qui répond à la charge. Mais ce sont des individus qui, à un moment donné, ont commandé ces troupes-là. C'est à eux qu'on adresse ces plaintes-là. Donc, c'est ça, c'est pour démoraliser. Parce qu'un soldat qui est au front aujourd'hui avec les armes, et quand il attend qu'il y a une plainte, en fait, qu'il y a une plainte déposée, en fait, ce n'est même pas une plainte, mais c'est un signalement. Ouais. C'est-à-dire, ils sont partis dire que, bon, il y a quelque chose qui se passe dans le Sahel, il va falloir que la CPI s'y intéresse pour voir ce qui se passe. Donc, ce n'est pas encore une plainte en bonne et due forme. Donc, il va falloir qu'on soit clair là-dessus. Mais déjà, ça peut agir sur la psychologie de la troupe qui est au fond, ne serait-ce que dans les deux pays. Alors, s'il en est ainsi, mais une troupe qui est déjà démoralisée ou bien démotivée par rapport à une troupe qui est déjà démoralisée ou bien démotivée par rapport à ces actes-là, vous allez remarquer que ça va avoir une répercussion sur la sécurité générale du pays. Et l'intention, c'est de permettre à ces terroristes de revenir à la charge. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de territoire. Ils frappent ici, ils quittent, ils partent aller réfugier dans les pays où ils trouvent terreau fertile. Ils résident là-bas, après ils reviennent, ils ils frappent encore et puis ils retournent. C'est comme ça qu'ils agissent maintenant. Donc, tout ça là, ça fait partie d'un plan général de l'impérialisme pour pouvoir revenir encore à la charge. Parce que quand vous prenez la situation sécuritaire dans le Sahel aujourd'hui, ce n'est pas ce à quoi on a assisté par le passé où les militaires même se cherchent ou bien l'État se cherche par rapport à la défense de la nation. Mais aujourd'hui, à voir tout ce que l'impérialisme est en train de poser comme acte, et ça nous amène à poser beaucoup de questions. Où va vraiment le monde? Et quand vous prenez ces quatre ONG qui ont saisi la Cour pénale internationale, et il y a l'association pour la solidarité à l'Azawad. Je crois que c'est une branche directement rattachée au fameux MNLA, que nous connaissons tous, le Mouvement national de libération de l'Azawad. Il s'agit d'un groupe terroriste qui a vraiment sévi au nord du Mali, et je crois que c'est l'un des principaux groupes djihadistes qui ont pris le nord du Mali en étau. Et depuis 2012, ils ont régné en maître et ils ont vraiment commis des exactions immenses, des tortures par là, des viols par ici. Et ils ont mis, par exemple Tombouctou, ils ont mis les différentes villes du nord du Mali à feu et à sang. Et je crois que, comme je l'ai dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité en fait, parce que en 2013, souvenez-vous que l'ancien président du Mali, Zion-Kounda Traoré, il a saisi la CPI en 2013 pour crime contre l'humanité, crime de guerre, parce que ces djihadistes ont vraiment fait subir à la population des tortures qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas expliquer. Mais on sait tous comment ça s'est fini. Il n'y a pas eu de suite. Bon, en 2015, la CPI a juste poursuivi en fait 2 chefs djihadistes, mais le reste, tout le monde s'est enfui. Et il n'y a même pas eu réparation. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de saisir la Cour pénale internationale parce que les soldats maliens auraient commis des crimes contre l'humanité sur la population. Mais ça, c'est du foutage de gueule. Et comme tu viens de le dire, Amen, et c'est sûr que ces ONG sont pilotées par les impérialistes, notamment l'État français, au même titre que les groupes terroristes. Donc, il faut comprendre que c'est juste de la manipulation pure et simple. Voilà. Alors, dans l'intervention de Amen Segla, il a parlé
des Touaregs qui ne peuvent pas se lever de leur propre chef pour aller saisir la CPI. Et la question est de savoir, aujourd'hui, dans le signalement dont parlent les Touaregs, ils parlent de crimes présumés commis entre 2022 et 2025. Et on sait que ces dates-là correspondent justement au retrait de la France et de la MINUSMA. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une coïncidence ou y a-t-il des intentions cachées derrière ce signalement? C'est tout sauf une coïncidence parce que on l'a toujours dit ici sur ce plateau que ces impérialistes actuellement ils sont aux abois parce qu'ils sont acculés de partout sur le terrain. Les troupes terroristes sur le terrain, eh bien ils sont en train de subir des défaites, que ce soit sur le plan médiatique, l'Afrique en général et l'AES en particulier est en train de gagner la guerre de communication. Donc sur tous les fronts ils sont acculés. Et cette plainte ou bien cette saisine de la CPI est un autre moyen ou bien une autre alternative de poursuivre leur combat. De poursuivre leur combat qui consiste à déstabiliser les dirigeants de l'AES, les soldats de l'AES qui sont au front, et démousser leur effort dans cette lutte pour leur souveraineté. Alors, quand vous prenez 2022, 2021, 2021, le général Assimi Goïta est arrivé au pouvoir en 2020. Et les Maliens, les troupes françaises, sont là depuis 2013. Où ils sont là pour soi-disant protéger les civils, pour soi-disant aider à contenir la menace terroriste. Mais en 2021, quand l'Africa Corps, ancien Wagner, est arrivé au Mali pour donner un appui logistique et militaire au FAMA, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français sont quittés. Et les Français ont quitté le Mali, la queue basse, sous prétexte qu'ils ne pouvaient pas collaborer avec la Russie. Or, Wagner, c'est pas l'État russe en bonne et due forme officiellement. C'est une entreprise privée que le Mali a recrutée. Quand vous prenez 2022 au Burkina Faso, c'est en 2022 où le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. Quelques temps après, il a chassé les troupes françaises de son territoire. Donc, dans ta question, tu as évoqué également le retrait de la MINUSMA au Mali, 2023-2024. Donc, ils ont dit dans leur plainte ou bien dans leur saisine que ce sont les événements qui se sont passés de 2022 à 2025. Oui. Donc, cet espace de temps correspond au moment où ces troupes françaises-là sont chassées des territoires burkinabés et maliens. Et c'est quelque chose que ces impérialistes digèrent vraiment mal. Alors, quoi de plus que d'intenter des actions, bien que de mettre en place ces actions, pour nuire contre ces dirigeants, pour nuire contre ces soldats maliens-là. Alors, ils disent que des exactions ont été commises entre 2022 et 2025. Mais quelles exactions ont été commises par les soldats? Quand on parle d'exactions, de bavures, de crimes de guerre, eh bien, l'État français est mal placé pour dire cela, parce que quand on prend leurs différentes missions qu'ils ont eu à faire en Afrique, eh bien, ces différentes missions ne sont teintées que de bavures, que de violences policières, que de tortures, que de viols. Alors, quand vous prenez par exemple l'opération Licorne en Côte d'Ivoire en 2003, et l'opération Licorne a été vraiment teintée de bavures policières, et ça a même mis en cause le commandant en chef de l'opération Licorne, Henri Poncet, qui a fait l'objet d'accords de complicité d'homicide volontaire. Henri Poncet, il a été accusé d'avoir tiré sur Firmin Maillet, un jeune Ivoirien, et l'affaire, comment ça s'est terminé? Eh bien, Henri Poncet a été déclaré non coupable. C'était un non-lieu. L'affaire s'est soldée par un non-lieu. Il a été libéré, il a été relaxé complètement. Et dans la même année, en 2005, eh bien, 4 soldats français ont été accusés d'avoir violé une jeune fille en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez par exemple le Mali en 2019, une frappe aérienne a coûté la vie à des civils. Alors, remontons également en 2005 où la France a fait l'objet d'enquêtes pour son rôle qu'il aurait joué dans le génocide au Rwanda en 1994 par rapport à l'opération Turquoise. L'opération Turquoise, c'est une opération mise en place où l'armée française a été sollicitée pour
faire régner l'ordre, pour protéger les civils au Rwanda. Mais la France a eu des rôles à jouer dans ce génocide au Rwanda. Donc, tout ça pour dire que quand on parle de violence, de violation des droits de l'homme, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, l'armée française n'est pas la mieux placée pour donner des leçons aux Africains. Donc, ce qu'ils disent, que les soldats maliens, burkinabés ont perpétré des attaques, ils ont commis des exactions, des viols, ils ont tué les gens, ils ont enlevé des populations, c'est du pur mensonge. Si aujourd'hui, le Mali ou le Burkina Faso, dans sa lutte contre le terrorisme, sur le champ de bataille, s'ils trouvent que ce soit un Touareg, que ce soit un Peul, que ce soit un Moussi, que ce soit un Diola, armés contre les soldats, eh bien les soldats vont tirer, ils vont se défendre, c'est normal. Donc, eh bien, tout ce qui constitue une menace à l'intégrité du Mali, tout ce qui constitue une menace aux soldats maliens burkinabés, eh bien, ils sont obligés d'enlever cette menace-là et quitte à tuer les gens, parce que c'est la guerre, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Merci beaucoup Yannick. Amin Segla, aujourd'hui, les crimes cités par les Touaregs dans le signalement déposé sur le bureau de la CPI, c'est des crimes commis entre 2022 et 2025. Et on sait que ces années-là correspondent au départ de la France et de l'aménagement sur les terres maliennes et burkinabés. Est-ce une coïncidence ou y a-t-il une intention cachée derrière ce signalement-là? Les impérialistes ne font rien au hasard. Parce que vous allez remarquer que depuis leur départ du Mali, que ce soit du Burkina ou bien du Niger, la France n'a jamais digéré ça. D'accord ? La France n'a jamais digéré ça. Et quand vous prenez aujourd'hui l'acte posé contre les Fama, ou bien que ce soit contre l'armée burkinabé, vous allez remarquer que le message qu'ils voulaient passer est que c'est après leur départ qu'il y a exaction. Ça, c'est un. De deux, ils essaient de créer un amalgame autour même de la question sécuritaire en matière de terrorisme. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'identification concrète au niveau des terroristes. Parce que les terroristes sont assimilés à la population. Lorsque les terroristes sont tués, on dit que c'est la population, que l'armée est en train de tuer la population civile. Maintenant, comment je vais dire ça? Qui sont ceux qui s'attaquent réellement à l'État malien ou bien à l'État burkinabé? Quelle est l'identité de ces gens-là? Ils sont qui au juste? Il va falloir que la communauté internationale arrive à faire cette distinction pour pouvoir mettre la distinction entre qui sont les terroristes et qui est la population civile. Il y en a qui vient de le dire. Quiconque prend une arme contre l'État est un terroriste. C'est ça. Quand tu prends une arme contre l'État, tu es considéré comme une terroriste et du coup une menace. Donc tu es à éliminer. On doit te mettre hors d'état de nuire. Et c'est ce qui arrive dans ces trois pays-là. Donc si les terroristes aujourd'hui se victimisent comme quoi, ils sont devenus des martyrs, que l'armée malienne ou bien l'armée burkinabé est en train de les martyriser, mais ils n'ont qu'à déposer les armes. C'est toi règle-là. Pur et simple. Ils n'ont qu'à déposer les armes. À plus forte raison, il va falloir que la communauté internationale, pour ne pas dire les impérialistes ou bien les néocolonialistes, arrive et arrête plutôt d'armer ces gens-là. Parce que quand vous prenez ces séparatistes, par exemple, ceux qui sont partis porter plainte contre les deux États-là, ce sont des séparatistes. Quand vous voyez l'association voilà, c'est eux qui réclament l'indépendance du nord du Mali. Et la France est derrière. La France est derrière eux, en les épaulant dans cette démarche-là. Mais si aujourd'hui, ils portent plainte, Yannick qui vient de le dire dès l'entame de cette émission, c'est l'hôpital qui se fout complètement de la charité. Vraiment. Parce que jusqu'à quand nous allons admettre ça? Jusqu'à quand le peuple africain va accepter l'ingérence dans la gestion, l'ingérence de ces impérialistes dans la gestion de ces pays? Vraiment, il va falloir qu'on arrête ces genres de comédies. Mais au vu de... Oui, allez-y. Alors, ok. Quand Wagner même était aux affaires, l'ancien... Bon, l'Africa Corps, aujourd'hui c'est l'Africa Corps, avant c'était Wagner, mais quand ils étaient aux affaires, vous allez voir dans les médias une critique acerbe dirigée contre ces soldats russes de Wagner. On les accuse de tous les noms d'oiseaux, on les accuse de tous les maux, de tous les crimes, que ce sont des violeurs, que ce sont des personnes qui pillent les populations, qui exploitent les minerais, les ressources naturelles du Mali.
ils ont toujours présenté les soldats russes de Wagner comme des personnes, en fait, comme des méchants, en fait. Et c'est juste une stratégie visant à discréditer ces soldats-là et voilà, de facto à discréditer les soldats maliens qui sont sur le champ de bataille, qui sont en train de lutter contre ces terroristes-là. Alors aujourd'hui, la CPI, institution judiciaire internationale, reste-t-elle plutôt neutre ou elle est vraiment, si on peut le dire, utilisée contre la souveraineté africaine? Bon, ça, c'est un grand sujet parce que quand nous prenons même l'histoire de la mise en place de cette cour, et ceux qui étaient l'instigateur de cette cour-là même n'ont pas signé l'accord de Rome. En premier, les États-Unis. Mais quand on parle des actions dans ce monde, au premier rang, vous allez trouver les États-Unis d'Amérique. Mais eux, ils n'ont pas ratifié cet accord de Rome-là. Et ils ont obligé, voilà, c'est ce qui est vraiment marrant, ils ont obligé les pays africains de ratifier cet accord, sinon ils seront sanctionnés sur un certain nombre de points. Mais jusqu'à quand nous allons accepter en tant que pays africains d'avaler les couleuvres? À un moment donné, on doit dire non. Et ça doit commencer par les pays de l'AES. Les pays de l'AES doivent décider qu'ils ne font plus partie de cet accord de Rome-là. Parce que du moment où ce que vous avez signé, peut-être ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui ont ratifié ces accords-là, mais aujourd'hui, ils peuvent dire en toute responsabilité qu'à partir de cet instant, nous ne faisons plus partie de cet accord-là. Advienne que pourra. Parce que, à la lui où vont les choses, parce que c'est ce qui est arrivé à Gbagbo. C'est ce qui est arrivé à Gbagbo et on l'a parachuté à la Cour internationale là-bas. Dieu sachant faire les choses, il a été blanchi. Mais aujourd'hui, qui sont ceux qui étaient derrière les morts en Côte d'Ivoire en 2011? La question reste posée. Maintenant, parce que demain, si ces trois États ne se retirent pas de cet accord le plus vite possible, demain, ça va retourner contre eux. Parce que les puissances impérialistes, ils ont tous les moyens pour vous avoir. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, à voir la lieu où prennent les choses, vous allez remarquer que demain, d'autres associations vont sortir. Déjà, ils ont mis en œuvre certaines ONG qui, entre-temps, avaient des rapports déjà. Ils ont publié une partie. Ils en ont d'autres. Donc, avec ce signalement, eux aussi, ils vont venir ajouter leur rapport. Donc, pour appuyer. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont choisir quelques généraux ou bien colonels qui sont à la tête de ces troupes-là au front. Ils vont dire qu'à partir de 600, vous ne mettez plus pied sur notre territoire. Tout ce que vous avez, ils n'en ont même pas. Tout ce que vous avez comme avoir dans les pays occidentaux seront gelés. Et c'est comme ça passe. D'accord. Maintenant, il va falloir que ces trois pays arrive à faire comprendre à la communauté internationale ce qui se passe réellement en dépit des discours partisans tenus par ces médias sur le plateau. Alors, merci Amen. Yannick, aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore considérer la CPI comme une institution judiciaire internationale neutre ou elle est utilisée en partie contre la souveraineté africaine? Alors, la CPI est une institution que tous les Africains, que tous les États africains doivent fuir. Amen a donné l'exemple, par exemple, de Laurent Gbagbo, qui a été jugé par la CPI. Mais il faut préciser que c'est Laurent Gbagbo qui a premièrement saisi cette instance. Mais vu que le pouvoir a changé de camp, eh bien, la CPI a préféré juger Gbagbo à la place de Alassane Dramane Ouattara, que Gbagbo voulait qu'on juge. Et pareil pour Yoweri Museveni en Ouganda. Yoweri Museveni, c'était le premier président africain qui a saisi la Cour pénale internationale par rapport à son conflit, par rapport au conflit qu'il a opposé à ce groupe, l'armée de la résistance du Seigneur. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la CPI a voulu juger également Yoweri Museveni. Il faut dire que dire le droit, c'est un peu particulier à la Cour pénale internationale parce que c'est eux seuls qui décident qui est coupable et qui est innocent. Les critères sur lesquels ils se basent pour déterminer cela, c'est eux-mêmes qui détiennent cela. Donc, c'est une institution que les Africains, que les États africains doivent suivre. C'est une institution qui n'a pas été créée pour nous, pour notre bien.
c'est contre nous, en fait. C'est une institution dirigée contre nous, les Africains. Et c'est un pouvoir, c'est un soft power, un instrument de néocolonialisation, de néocolonialisme, voilà, et que les Occidentaux ont mis sur pied. Si aujourd'hui les États-Unis n'ont pas adhéré à l'accord bien au traité de Rome, ben, les Africains doivent réfléchir. Et regardez, en 2017-2020, cette instance, la CPI a voulu ouvrir une enquête en Afghanistan sur les exactions que les soldats américains auraient commis en Afghanistan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trump a gelé les avoirs des employés de la CPI jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que Biden arrive au pouvoir pour un peu alléger la situation. Donc aujourd'hui, les Africains doivent comprendre cela. Et déjà, même l'action que ces ONG ont tenté à la CPI, eh bien, je crois que ça va aboutir parce que déjà, pour que ça aboutisse, il va falloir que la CPI dépêche des enquêteurs, déjà ouvre une enquête, collabore avec les autorités burkinabées et maliennes, ce que je pense impossible, déjà parce que voilà, aujourd'hui on connaît tous la position du Mali et du Burkina Faso, et une position, ces pays sont en train d'adopter une position de plus en plus ferme contre les puissances occidentales et les institutions dérivées de ces puissances occidentales. Donc je trouve que déjà cette action ne va pas aboutir, et moi j'incite les États africains, les pays africains à dire non à la CPI, parce que quand vous prenez la CPI, la majorité des pays qui sont dans la CPI sont les pays africains. Plus de environ 34 ou 35 pays africains. Et c'est grave. Et dire que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qui sont jugés, c'est ceux qui sont soi-disant commis en Afrique. Or, Ahmed venait de le dire, quand vous prenez les États-Unis, quand vous prenez les grandes puissances, eh bien, ce sont eux qui commettent beaucoup plus de crimes. Mais ils sont là, ils ne sont pas jugés, ils sont intouchables. Donc voilà, la CPI, c'est une mascarade, c'est une mascarade, c'est du foutage de gueule tout simplement, cette institution. Alors je vais faire un ajout à ce que Yannick vient de dire tout à l'heure, parce que quand vous prenez la situation d'Israël aujourd'hui, lorsque la CPI sait s'auto-saisir du cas de Benjamin Netanyahou, mais les Américains ont dit, mais si ça en est ainsi, mais nous allons sanctionner tous ceux qui sont juges, ou bien tous ceux qui travaillent sur ce dossier-là. Et l'autre fois, le premier pays africain qui a porté plainte auprès de la Cour d'appel internationale, c'était l'Afrique du Sud. L'autre fois, le président Cyril Ramaphosa a été appelé à la Maison-Blanche et ils ont négocié ce qu'il a négocié. Mais Trump lui a dit, mais il va falloir que monsieur, vous lâchez cette affaire-là. Parce que tout ce que Israël est en train de faire là-bas, c'est les États-Unis d'Amérique qui sont derrière. Donc ça veut dire combien de fois nous sommes dans un monde où, quand tu n'as pas de force, seuls ceux qui sont faibles sont encore punis. Parce que quand vous prenez le cas de Gbagbo, Gbagbo est là en tant que président, mais il y a eu une rébellion qui est arrivée s'attaquer à son pays. Et là, c'est lui que la CPI a jugé. Vous voyez, non? Donc, ils détiennent eux-mêmes les critères sur lesquels ils se basent pour déterminer qui est coupable et qui est innocent. Voilà. Et c'est le même chemin. Hein. Les États sont là, les terroristes sont venus, et c'est les terroristes qui portent plainte maintenant. Alors, c'est le même chemin. Je reste avec vous. On est presque arrivé à la fin de notre émission. En une minute, comment pensez-vous que ces États du Sahel peuvent aujourd'hui contrer cette nouvelle guerre enclenchée contre leur souverain? Alors, la guerre, ça existe toujours. Maintenant, il va falloir que les États restent solides dans leurs bottes pour faire face à cette menace. Parce que aujourd'hui, on a l'impression que l'impérialisme ou bien le néocolonialisme est aux abois. Donc, il fait usage de tous les moyens à sa disposition pour revenir à la charge. C'est à ce à quoi nous insistons. Maintenant, le lot, c'est de faire monter comment vous appelez ça? C'est de galvaniser encore de plus ceux qui sont au front. Parce que quelqu'un qui défend sa nation, sa patrie, en toute honnêteté, et qui attend ces nouvelles-là, mais en tant qu'humain, il va se tiquer. Ben, peut-être que ce qu'il est en train de faire est mal, ou bien ce sont les autres qui interprètent mal ces actions. Il y a beaucoup de questions à se poser. Maintenant, il revient à ces États-là de galvaniser encore leurs troupes et de leur protéger surtout. Parce que ces impérialistes-là, lorsqu'ils ne sont plus à même de vous avoir, ils vont s'attaquer à vos familles, à vos proches. Et on a vu ça dans beaucoup de pays. Ils vont chercher d'une manière ou d'une autre et à vous avoir.
Donc, il revient à ces deux États parce qu'il s'agit du Mali et du Burkina. Pour le moment, ils n'ont pas encore cité le Niger. Peut-être le cas aussi du Niger va venir. On n'en sait rien. Mais il revient à ces deux États-là de mobiliser encore ces troupes et de demander à leur population, surtout de soutenir les forces armées qui sont sur le front. D'accord. Alors Yannick, comment pensez-vous, en une minute, comment pensez-vous que ces États du Sahel peuvent contrer cette nouvelle guerre enclenchée? Bien, c'est avec plus de résilience, plus de solidarité et plus d'unité, parce que nous avons toujours dit ici que c'est une guerre de communication, une guerre médiatique à laquelle se livrent ces puissances impérialistes contre les dirigeants de l'AES afin d'émousser leurs efforts. Et cette saisine de ces ONG alliées aux djihadistes, eh bien, fait partie de cette stratégie-là. Fait partie de cette guerre de communication voilà, à laquelle nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Souvenez-vous, nous sommes dans un pays, dans ce continent où ces impérialistes ont habillé des djihadistes en tenue militaire burkinabé. Je veux parler de l'affaire de Karma au Burkina Faso en avril 2023. Ils ont habillé les terroristes en tenue militaire burkinabé et ils ont tué de sang-froid, assassiné de sang-froid les femmes et les enfants pour que les soldats burkinabés puissent être incriminés. Mais quelqu'un qui peut arriver à faire ça, regardez un peu le degré de sa méchanceté. Ces impérialistes, l'État français, eh bien, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des personnes fiables. Ce sont des entités à craindre énormément. Donc, il faut dire que cette guerre de communication va continuer. Maintenant, il appartient aux dirigeants de l'AES, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, voilà, de contrôler les différents narratifs. Déjà, ils s'y prennent déjà bien. Quand vous prenez par exemple le Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré, il est toujours au front, il est toujours à côté des populations, à côté des peuples, il est toujours là à parler avec sa population, il est toujours là à donner des directives, à communiquer sur les actions qui sont faites et sur les actions qui seront faites dans le futur. Donc, il n'a qu'à continuer dans ce sens-là parce que la menace, elle est réelle et elle est continuelle. Elle ne va pas s'arrêter de sitôt. Donc, je crois que ces dirigeants doivent continuer dans cette dynamique-là et avec un peu de chance avec l'aide de Dieu, et bien, ça va bien se passer. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention et cette belle conclusion. Merci beaucoup à vous, Ahmed Segla, pour vos différentes interventions sur le sujet. Il est clair que malgré les multiples atteintes à la souveraineté choisies par les États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont choisi la voie de la dignité. Et cela, personne ne peut les en détourner. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une nouvelle édition.